Stéphane peut faire l'appel. Bonsoir. Michel Leroyer. Sylvie Erard. Olivier Breuil. Véronique Clémenté. Guy Lydie, absent à donner procuration à Joël Conti. Christine Gervais, absente à donner procuration à Roland Coucher. Roland Coucher. Joël Tanguy. Sylvie Sellier. Sylvain Baudry-Leguerre. Rémi Dujarrier. Yves Salah. Joël Chapelle, absent à donner procuration à Rémi Dujarrier. Daniel Berthaud a donné procuration à Yves Salah. Thierry Bru. Isabelle Méné a donné procuration à Véronique Clémenté. Alexis Aubin. Nathalie Giraud. Marjolaine Courriot. Pascal Antoine. Stéphane de Bachelet, présent. Anne Blou-Colin. Anthony Bureau, absent à donner procuration à Olivier Breuil. Angélique Belfort, absente à donner procuration à Michel Leroyer. Et Audrey Lamotte, absente à donner procuration à Olivier Breuil. Yves Frémont. Présent. Claude Royer. Présent. Jackie Clément a donné procuration à José Collado. José Collado. Présent. David Chopin. Présent. Antigone Jorgalas. Présent. Linda Carillo de Almeida. Présent. Stéphane Andrieux, absent à donner procuration à Antigone Jorgalas. Merci. C'est la désignation du secrétaire. Je propose que Stéphane continue. Merci. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion. Est-ce qu'il y a des remarques, des modifications, des précisions à apporter? Non. On considère qu'il est adopté. Nous allons commencer l'ordre du jour par la première question. L'ouverture dominicale, Madame Erard. Chaque année, nous devons accorder l'autorisation d'ouvrir le dimanche aux magasins qui sont désignés sous hors spécialité, qui sont alimentaires, vêtements et accessoires de bricolage, l'équipement de la maison et de la personne et magasins de déstockage. Nous accordons 5 dimanches d'ouverture par an et nous demandons à fixer des magasins 4 dates et nous leur laissons un dimanche qui détermine selon les événements qui les concernent. Vous avez donc les dates qui ont été retenues dans ce PV. Nous demandons de vous prononcer sur ce dossier, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre les arrêtés municipaux correspondants et de le charger d'effectuer toute démarche utile. Merci. Déclaration habituelle. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Non. Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Rapport d'activité 2021 du parc régional Normandie-Mayenne. Madame Erard. Il s'agit seulement de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2021 du parc naturel régional Normandie-Mayenne. Politique du parc naturel qui se poursuit notamment dans le soutien à la défense de la biodiversité, notamment pour les patrimoines naturels, culturels et socio-économiques. La responsabilisation, la formation et l'information pour la gestion durable du territoire, la promotion des productions et des activités respectueuses du territoire. C'est à noter que 2021, c'est l'année où a été recomposé le comité syndical, que le président du parc est M. Martin. Il y a une évolution dans le sens où jusqu'à maintenant c'était un conseiller départemental de l'Ordre qui présidait le parc et que faute de candidat, c'est donc un conseiller régional qui a été désigné. C'est bon, de précision. Monsieur Martin qui est aussi conseiller départemental. Oui, mais c'est vraiment un conseiller régional qui a été désigné. Je voulais savoir quelle était la position du parc Normandie-Maine sur le parc éolien qui doit se créer aux abords de la Ferté. Nous avons été interrogés en commission pour le passage éventuel des lignes. Je voulais savoir si le parc régional Normandie-Maine était favorable à ce
qui doit exister, ça va, si le parc est favorable. Oui, donc pour donner réponse au futur, disons, pas forcément au futur, parc éolien qui pourrait se trouver donc, sur la commune de Rouen et Le Grès. Alors l'imposition du parc, et c'est vrai, et tant mieux, est contre ce projet. Pourquoi? Tout simplement, il ne voudrait pas dénaturer les zones de crête. Leur position est simple en disant voilà, une zone de crête va être protégée. C'est des zones qui se voient donc bien sûr de l'extérieur, beaucoup plus qu'une zone de crête. Et en fait, ils ont une position contre, mais juridiquement, ils ne peuvent pas forcément avoir, ils peuvent être contre, ils ne sont pas favorables, mais ça n'ira pas jusqu'au bout. Enfin, je pense que, voilà. Ceci dit, le projet n'est pas établi encore, rassurez-vous, ça mettra encore 10 ou 15 ans avant que ça se fait. Voilà la position donc, du parc. D'autres précisions? Est-ce qu'il y a un point possible sur le projet de labellisation UNESCO, Géoparc UNESCO? Alors c'est vrai pour, disons, concernant le projet Géoparc UNESCO, et c'est vrai que, bon, notamment tous les parcs éoliens, puisqu'on va revenir un peu là-dessus, ils sont pas favorables. Mais juridiquement, ils ne peuvent. C'est quand même les territoriaux. Ma question était détachée du parc éolien, c'est-à-dire le parc a déposé une candidature. Le parc, ma question était détachée du projet éolien. Le parc a déposé une candidature au titre du Géoparc UNESCO avec un label. Il y a un projet, et je voulais savoir où c'en était. En fait, ça se poursuit. Actuellement, ça se poursuit, mais c'est pareil, ça va mettre encore quelques années pour pouvoir aboutir à ce projet. Car là, on est quand même dans le parc futur, c'est-à-dire 2023-2039, comme vous savez, et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'avenir du parc, et surtout sur tout ce qui est climat et la biodiversité, donc ils sont suivis. Mais avec l'UNESCO, c'est encore autre chose, et c'est vrai qu'il y aura aussi un appel aux élus territoriaux, notamment la région. Il fera aussi la part des choses. Et il faut aussi que tous les parcs s'associent, parce que je crois que la position des parcs nationaux en France n'a pas toujours la même son de cloche, notamment là-dessus. L'ouverture, c'est bien, mais après, il faut maîtriser l'ensemble. C'est ce qui serait en ressorti à chaque fois que l'on parlait de ce projet-là. Voilà. Merci. D'autres questions? Donc il n'y a pas de vote. Il est demandé juste de prendre acte de la communication du rapport. Question suivante. Convention de partenariat CESAM 2023. C'est un renouvellement de convention. Le partenariat CESAM Normandie CESAM 2023 propose des réductions sur la location des gîtes de loisirs, 10% sur le prix de location toute l'année, et prévoit une communication sur différents supports de réseau afin d'augmenter sa visibilité. Et il concerne aussi le musée du jouet sur le tarif adulte. Et donc proposer au conseil municipal de conclure avec CESAM Normandie deux conventions de partenariat, l'une sur les gîtes et l'autre sur le musée, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et de le charger des démarches utiles. Merci. Question. On ne va pas procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante. Reversement et union commerciale MCIA produit recouvrer lors de la fête de printemps. Le samedi 21 mai, la deuxième édition de la fête de printemps a été organisée en centre-ville en partenariat avec l'UCIA. L'installation et l'encaissement des stands de producteurs présents est effectuée par la commune
en accord avec l'UCIA. Un montant de 80 € a été recouvré, 10 € par stand. Il est donc proposé de reverser cette somme à l'UCIA et de charger M. le maire d'en signer, d'effectuer toutes ces démarches et de signer. Merci. D'accord avec le CIA sur l'organisation de cette fête. Des questions? Non, je vois qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, création du lotissement avenue Coty. C'est touché. Création d'un lotissement avenue du président Coty. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la ville possède des terrains situés avenue du président Coty sur lequel il est prévu la création d'un lotissement communal. Composé de maisons individuelles et de deux pavillons destinés à des colocations pour personnes âgées handicapées ou en perte d'autonomie. Il s'agit des parcelles initialement référencées au cadastre section AC N461, AC 556 et AC 459. Le projet de colocation AGI Habitat se fera sur la parcelle numéro 1, nouvelle référence AC 575 et AC 584 pour une surface de 3872 m². Ce nouveau référencement fait suite à des affectations et au déclassement des parcelles mentionnées entérinées par la libération du 22-087 du Conseil municipal du 29 septembre 2022, puis vendu à AGI Habitat par délibération du 22-088. Les 7 autres parcelles issues de la section AC N461 et renouvellement cadastré AC 576 à 582 sont destinées à la construction d'habitations individuelles. Ces lots présentent une superficie comprise entre 532 mètres et 771 m². Par tableau et annexe, page suivante. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet de vente des parcelles du lotissement avenue du président Coty selon les conditions surénoncées, de charger monsieur le maire ou son représentant d'effectuer toute démarche utile et nécessaire pour la conduite à bonne fin de la présente décision. Merci. Une précision qui indiquée. Le prix de vente des parcelles serait fixé à 25 € en taxe le mètre carré. Voilà. Petite information également, on aura prochain conseil municipal ou début d'année à redonner un certain nombre de rues dans le cadre de l'adressage sur la commune. Et on a d'ores et déjà proposé le nom de la rue Simone Veil, la rue intérieure de ce lotissement. Donc ce sera dans une future délibération, mais c'est une information bien donnée. Voilà, des demandes de précision. Merci. Le terrain HFI a été vendu à 20 € le mètre carré, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Vous nous proposez de vendre les terrains à 35 € le mètre carré pour les particuliers. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera un frein à l'acquisition des terrains compte tenu du contexte économique? On avait, nous, souhaité que ce soit un prix inférieur, et d'ailleurs on avait pratiqué des prix inférieurs il y a quelques années. C'est l'objet de ma question. Alors, le prix de 35 € a été déterminé en fonction de ce qu'il y a un peu sur le territoire. Certes, si on descend tout de suite le prix à 15 €, on pourra peut-être vendre un peu plus, mais le reste à charge pour la commune est important. Donc c'est ce qui a été fait sur le lotissement de la Barbère. C'est bien au bout d'un certain temps de dire on applique une réduction pour essayer de terminer le lotissement, pour faire un appel à la fin, autant commencer par un tarif acceptable avant de proposer des réductions. Donc c'est pour ça qu'on est parti à 35 €. Les travaux ne sont pas tous terminés. Je voudrais juste rappeler que cette opération-là, en varie définitive, réalisée, il y a un reste à charge pour la commune de
espérez pouvoir vendre les premières parcelles en fin d'année 2023 ou dans le délai d'un an? Non, les parcelles peuvent être vendues à partir du moment où la première phase de travaux est terminée. Les marchés sont passés, donc les terrassements, vous l'avez vu, sont faits, et donc il faut faire les réseaux maintenant, et la voirie provisoire avec les réseaux souples. Donc je pense que fin du premier trimestre, on pourra commencer à vendre les parcelles. On n'attend pas la conformité du lotissement pour vendre. Comment? On n'attend pas la conformité du lotissement pour vendre. Si, la conformité du lotissement sera faite à la fin de la première phase des travaux, pas à la fin des travaux définitifs. Donc vous avez choisi la solution de vendre des parcelles sans finir les voiries. Oui. D'accord. Non, les deux se font et on s'aperçoit. Il y a toujours le risque des dégâts sur les voiries, mais un lotissement qui est fini se vend toujours beaucoup plus vite qu'un autre qui a des voiries qui restent. C'est un choix, mais bon, vous l'avez choisi, c'est votre choix. C'est un choix, oui, c'est le choix qui a été fait à la Barbère aussi. Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est pas toujours le bon choix pour vendre, mais bon. On avait fait un autre choix lorsque j'étais là, on avait fait le lotissement du FEBA. On avait fait une voirie définitive en béton. C'est aperçu quelques années après, il a fallu modifier le lotissement, faire du réseau d'eau fluviale qu'il n'y avait pas, faire des traverses. Bon, oui, j'aurais préféré qu'on fasse une voirie définitive, je suis d'accord avec vous. Voilà, on a préféré garder la possibilité de réintervenir sur la voirie avant la fin. Voilà. Merci. D'autres questions, interrogations? Non, je vais mettre en voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, convention individuelle de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le 1261. Se coucher. Convention individuelle de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le territoire d'énergie à l'entrée 61 pour les travaux de l'Alanche. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a signé le 27 décembre 2017 avec le territoire d'énergie en milieu 61 une convention cadre de délégation de maîtrise d'ouvrage à ce titre du 61 et une unique autorité organisatrice de la distribution des services du territoire. Dans l'objectif d'effectuer les travaux de génie civil, d'éclairage et de télécommunication et d'effacement de réseau, M. le maire propose au conseil municipal d'inscrire au programme du territoire d'énergie en TE 61, effacement des réseaux et de la leçon. La commune s'engage à effacer les réseaux d'éclairage public et de télécommunication sur l'entrée du dossier. Le TE 61 communiqué à la mairie un avant-projet sommaire de l'opération pour l'effacement des réseaux 119 226 96 euros en taxe de travaux. Le TE 61 participe à hauteur de 85 162 12 euros reste à charge de la commune, 34 84. Pour la partie génie civil et éclairage public, 40 740 euros TTC à charge de la commune. Pour la partie génie civil et télécommunication, 48 330 euros TTC à la charge de la commune. Le TE 61 applique un taux de maîtrise de 5% de la totalité des travaux du génie civil, soit 3 562,80 euros. Il est précisé que la prestation de range pour la télécommunication n'est pas évaluée dans les montants indiqués ci-dessus. Voir annexe suivant. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'inscription de cet effacement au programme de directeur d'énergie en TE 131, d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer toutes les pièces relatives de cette opération et notamment à la convention individuelle avec le TE 131. Le chargé de M. le maire et du coup son représentant d'effectuer toutes les démarches. Merci. Demande de précision. Et M. Clément. Là, il s'agit de la rue d'Alençon, c'est bien ce qu'on avait voté le dernier conseil, c'est la rue d'Alençon entre la place de Gaulle et l'effet tricolore. Où il y a d'autres rues qui sont avec. Il
dans le projet, il y a une partie TE 61 et la deuxième partie qui regarde des jardins Nicole et qui reprend l'environnement et les fossés Nicole, une partie des fossés Nicole. Et le parking à côté des Forges. Dans le dernier conseil, on avait évoqué là-dessus, on s'aperçoit que quand même il reste à charge des communes pour ce genre de déplacement, les communes hautes et rurales, c'est quand même assez nombreux, ça fait 123 000 là, pour le premier programme. Alors, je disais, il y a un programme de 600 000 € sur le mandat, la fin de mandat, on voyait. Donc c'est vrai que c'est assez onéreux. Tout à fait. Les communes rurales, elles ont la chance, on ne paye rien. Mais nous, communes urbaines, on a 30%. Et je voulais savoir aussi, parce que j'avais vu en commission, on avait dit qu'on avait eu pas mal de DETR, je crois que c'était 70 000 € pour l'éclairage public. Je voulais savoir si cette tranche de travaux-là était déjà prise avec les 70 000 €, ou les 70 000 € de la DETR, ce sont pour d'autres projets à venir. Non, les 70 000 €, c'est d'autres projets, c'est du remplacement des éclairages existants. D'accord. Non. Voilà, sur le coût des travaux, forcément, on préférait que ce soit pris en charge en totalité. Voilà, mais on ne peut pas non plus laisser des installations qui sont encore en flux nu et qui posent des problèmes de sécurité. Donc, on fera en fonction de nos capacités budgétaires. Ce que j'ai répondu la dernière fois, là, on lance la première opération. Si on a plus des possibilités de maintenant faire d'autres, on fera d'autres. D'autres interventions, d'autres questions? Non. Je vais mettre en voix qui est contre, qui s'abstient à adopter. Je vous remercie. Question suivante, approbation du schéma directeur de réseau de chaleur, M. Fouché. Approbation du schéma directeur du réseau de chaleur de la ville de la Ferté-Massy. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport présentant le schéma directeur du réseau de chaleur de la commune. La compétence réseau de chaleur au sein de la ville, en application de l'article L552-17 du Code général des collectivités territoriales, CGCT. La ville de la Ferté-Massy est compétente en matière de création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur. En 1998, la ville de la Ferté-Massy a confié à la société d'Altia le service de distribution d'énergie calorifique dans le cadre d'une délégation de service public DSP en concession d'une durée de 24 années d'exploitation avec une échéance prévue au contrat initial au 17 mars 2022. À ce titre, le délégataire a réalisé et financé les travaux de premier établissement et en assure l'exploitation technique et la gestion administrative et financière depuis janvier 1999, date de la mise en service opérationnelle et des premières livraisons d'énergie. L'échéance de la délégation de service public a été prolongée jusqu'au 30 juin 2023 à un an numéro 4 signé en octobre 2021. Le schéma du directeur de chaleur de la Ferté-Massy, le contrat de concession encadrant actuellement la gestion du réseau arrivant à terme, il est nécessaire de lancer la procédure de renouvellement de cette délégation de service public. Pour ce faire, le schéma directeur constitue un outil indispensable. La démarche du schéma directeur a donc été lancée par la commune de la Ferté-Massy par la notification d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage couvrant à la fois l'élaboration du schéma directeur, l'accompagnement du renouvellement de la DSP. Les travaux relatifs au schéma directeur ont eu lieu au cours de l'année 2022 et se sont terminés en octobre 2022. Le schéma directeur a été élaboré de manière concertée avec l'ensemble des parties prenantes du réseau. Un comité de pilotage a été constitué pour contrôler la réalisation et valider ce schéma sur le comité présidé par M. le maire. Deux scénarios ont été présentés. Périmètre actuel 3783 MWh par an et 1150 mètres linéaires
et économique d'étendre le réseau de chaleur, voire annexe page suivant. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du schéma directeur présenté, d'émettre une préférence pour le scénario avec un périmètre étendu, de charger monsieur le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Un dossier important. La chaufferie placée au niveau du stade, à côté de la salle Guiraud-Sevigny, avec un réseau actuel qui dessert tout le quartier Jacques Prévert jusqu'au lycée Flora Tristan. Donc la proposition qui est faite dans le cadre de la consultation des candidats pour retenir l'entreprise en charge de la délégation de service public pour la future durée du contrat. Donc il a été étudié un périmètre un peu plus important, notamment en direction de l'hôpital, puisque lorsque l'on a contacté l'hôpital, ils se sont montrés tout de suite intéressés par le raccordement de l'établissement au réseau de chaleur. Donc on a étendu la réflexion sur d'autres établissements importants de la commune. J'ai en tête une réponse de l'entreprise SICAP qui est intéressée, qui est située juste derrière l'hôpital. La région a évolué dans sa position et est intéressée pour raccorder le lycée des Andennes et a modifié également son positionnement sur le lycée Flora Tristan, puisque lors de la délégation en cours en 1999, la région n'avait accepté que de raccorder au réseau de chaleur pour 50% de la puissance nécessaire pour chauffer le lycée Flora Tristan. La région accepte que le réseau de chaleur fournisse 100% des besoins des établissements lycéens. Donc la Flora Tristan qui passera à 100%, lycée des Andennes et l'Oréal. Sur le autre établissement important et gros consommateur, c'est la piscine. Donc c'est pour ça que le périmètre étendu va au sud de la commune, vers la piscine, le lycée. Il y aura le collège qui sera concerné. Et entre ces gros consommateurs, il y a des plus petits établissements. On peut penser au gymnase de Brossard, on peut penser au collège Notre-Dame, on peut passer à l'école Sainte-Marie, des équipements publics, on peut remonter jusqu'au pôle santé, jusqu'à la TREC. Ce sont des plus petits établissements, donc qui sont tous répertoriés sur le plan qui accompagne la délibération. Donc l'objet de la consultation si on valide la délibération, porterait sur ce périmètre étendu. Et chaque candidat devra travailler sur une proposition de tarif pour financer l'opération de construction et l'exploitation de ce réseau-là pendant une durée de 24 ans, qui est la durée nécessaire pour amortir l'investissement qui, sur le périmètre étendu, un investissement qui est évalué à 8 millions d'euros. Voilà, une précision des questions. Alors, je vais faire une petite introduction sur les questions liées à l'énergie. On le sait tous, la question de l'énergie est au cœur des préoccupations des collectivités, mais aussi des entreprises, des concitoyens, de nos concitoyens. C'est aussi une question systémique qui a déjà un impact lié au climat et sur la qualité de vie, notamment sur la qualité de l'air. Pour les générations
qu'on est amené à faire. Alors on s'interroge quand même sur deux ou trois choses. D'abord sur la composition du comité de pilotage. Vous nous demandez là de prendre une position sur un schéma qu'on n'a pas vu. On n'a pas été associé au comité de pilotage. C'est-à-dire que sur un projet d'une telle ampleur, on doit se prononcer là en quelques minutes, on n'a pas le plan. Peut-être qu'il aurait fallu des explications, mais nous déplorons le fait que même pas un seul membre de la minorité n'était invité au comité de pilotage. Par ailleurs, j'espère que tous les acteurs, les interlocuteurs et les parties prenantes qui sont sur le plan ont été formellement, je dis bien formellement, associés, invités à discuter des choix que vous allez proposer, puisque ça va être aussi des futurs, si je puis dire, des futurs clients du réseau de chaleur. Enfin, le contenu de la proposition, vous aviez deux scénarios qui avaient été évoqués. Et si nous comprenons bien, c'est le scénario de périmètre étendu avec la création d'une nouvelle chaufferie bois qui a été retenue. On s'était penché par le passé sur des extensions de périmètre avec des longueurs de génie civil qui sont très longues. Ici, c'est plus de 6 km. Nous savons que ce qui pèse aussi dans le coût d'un réseau de chaleur, c'est le génie civil. Et je ne suis pas sûr qu'on se soit assuré que l'on puisse passer partout ce réseau de chaleur compte tenu de la densité des réseaux qu'il y a en ville. Alors, on avait déjà eu des problèmes par le passé. Donc ça, c'est la première question. La pertinence de ce périmètre étendu avec une chaufferie bois qui se trouve au nord de la Ferté-Macé. Ne serait-il pas judicieux d'envisager, et ça fait partie aussi des recommandations de l'ADEME, de la densification du réseau, ne serait-il pas judicieux d'envisager un autre scénario au sud de la Ferté-Macé qui puisse prendre en compte donc, tous les équipements qui sont sur le plan. Ça pourrait se justifier selon nous également. Donc c'est vrai que c'est difficile pour nous en quelques minutes de se prononcer sur un schéma qu'on n'a pas vu, auquel on n'a pas participé, auquel on n'a pas été associé à la réflexion. Évidemment que c'est une excellente idée parce que c'est un choix de société qui s'impose à nous. Enfin, je n'ai pas vu le mot bois dans la délibération. Je pense qu'il faut remettre le mot bois, ressources, bois, filière bois dans la délibération parce que ce mot-là n'apparaît pas. Il n'apparaît que sur la carte. Or, je ne le vois pas sauf erreur de ma part. Inscrit aussi dans la délibération. Je vois énergie renouvelable. Certes, c'est pas ça qui va faire, enfin, le solaire ou autre qui va faire le réseau de chaleur. C'est bien le bois. On aimerait bien que ce mot-là apparaisse dans la délibération. Voilà, nos questions, interrogations, monsieur le maire. Merci. Donc, quelques réponses. Les futurs clients. Tous ceux qui sont inscrits sur le plan ont été invités au dernier comité de pilotage pour présenter le projet. La signature de l'abonnement ne se fait pas avec la ville. C'est pas la ville qui va contracter le police d'abonnement avec les différents établissements. C'est le futur délégataire du service public, lorsqu'il aura l'attribution du marché, qui ira voir les différents clients pour souscrire les polices d'abonnement. On sait très bien que la position d'aujourd'hui, elle n'est pas définitive. On n'a personne qui nous a signé un accord, puisqu'il faut le résultat de la consultation pour connaître les paris, pour connaître les différents éléments de la police d'abonnement. Donc, pour futurs clients, je rappelle bien, c'est le
plus gros consommateurs du réseau et de partir de l'hôpital pour alimenter le réseau nord actuel du quartier Génie-Prévert et pour alimenter le sud. C'est une proposition qui est faite. Le futur délégataire fera toutes les études nécessaires et toutes les propositions seront faites lors de la remise de son offre sur l'équilibre économique de l'opération, soit les constructions de la chaufferie, soit par la chaufferie actuelle. Voilà, c'est les propositions qui seront faites par les différents candidats. Sur le tracé du réseau, là aussi, le délégataire trouvera toutes les solutions techniques possibles pour faire passer le réseau le cas où il faut le faire passer pour alimenter les différents bâtiments. On est bien conscient que les rues de la Ferté-Massé sont étroites et déjà bien chargées en réseau, donc c'est pas toujours facile. Voilà, on essaie de trouver des solutions techniques, donc c'est aussi la charge de délégataire. On sera avec le délégataire pour favoriser le passage de la canalisation. Sur la densification, c'est quelque chose qui a été vérifié par l'ADEME parce que les obligations de l'ADEME en termes de densification sont fortes de conséquences. Si on ne rentre pas dans le cadre fixé, le nombre de la puissance par mètre de canalisation mise en place, on ne peut pas bénéficier de l'aide de l'ADEME à l'investissement sur ce projet-là. Vous comprenez bien que si on n'a pas l'aide de l'ADEME, on ne peut pas faire le projet. Sur le comité de pilotage, alors, il répond à un cadre fixé par l'ADEME où l'ADEME forcément est présente, tous les futurs abonnés sont présents. En termes d'élus, donc je présidais le comité de pilotage et il y avait deux élus de la majorité, c'est Roland Fouché et Yves Salard. Sur le bois dans la délibération, je n'ai pas regardé, on rajoutera un élément en indiquant que le futur réseau de chaleur sera alimenté par les chauffes du bois. Voilà. D'autres questions? Interrogations? On n'avait pas répondu pourquoi on était absent du comité de pilotage. Et vous nous demandez de voter un truc qu'on découvre. Oui, le projet a été présenté en commission de la breverie. Très bien, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Inventaire récollement des collections des musées Fertois de Sebreuil. Donc, création d'un poste d'assistant territorial de conservation du patrimoine à durée déterminée. Vu la délibération du 29 septembre 2022 portant sur l'inventaire et récollement des collections des musées Fertois, musée municipal et musée du jouet, vu le budget de la collectivité, considérant qu'il est nécessaire pour les besoins du projet ci-dessus référencé de recruter momentanément un agent contractuel pour une durée de 4 mois. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la Ferté-Massé dispose de collections muséales bénéficiant de l'appellation Musée de France, réparties sur 2 sites. Collection des Beaux-Arts, c'est-à-dire l'hôtel de ville, et le musée du Jouet. Monsieur le maire précise qu'à ce jour, il n'y a pas de personnel scientifique affecté au musée. La commune envisage une refonte de ces musées. L'inventaire et le récollement des collections est la première étape de ce projet qui sera suivi par la rédaction d'un projet scientifique et culturel pour l'établissement. Ainsi, afin de mener à bien ce projet, la commune a sollicité auprès de la DRAC une contribution financière au titre du soutien au récollement des collections des musées de la Ferté-Massé,
Un montant de 10 000 € a été ainsi réservé par l'État pour la collectivité sur les crédits d'intervention de la DRAC. En conséquence, il aurait lieu de procéder à la création à compter du 1er décembre 2022 d'un emploi contractuel d'assistant territorial de conservation du patrimoine deuxième classe de catégorie B pour une durée de 4 mois. L'agent ainsi recruté sera rémunéré par référence au grade ci-dessus désigné et exercera les fonctions suivantes: faire un état des lieux précis des inventaires et de la documentation existante sur la collection des musées, rédiger le plan de récollement permettant d'estimer le temps nécessaire au récollement précis de l'ensemble de la collection, organiser un espace de travail, commencer le chantier de récollement des collections, des poussiérages et des collections, constats, état, prise de vue, conditionnement, mise à jour de l'inventaire. Cette mission sera accompagnée par la DRAC de Normandie et l'établissement public de coopération culturelle et la fabrique de patrimoine en Normandie. Les collections étant nombreuses et le temps de la mission réduit, la durée du contrat pourra être prorogée. Les crédits nécessaires à cette création de poste sont inscrits du budget. Merci. Des questions? Merci. Le conseil municipal dernier, juste une question. Le conseil municipal dernier, là, demande de subvention de la DRAC, c'est le recrutement de la personne. Oui. C'est juste une question par rapport. La commune envisage une refonte de ses musées. Qu'est-ce que vous entendez par une refonte de ces musées? Alors, la refonte des musées, c'est de se poser la question, notamment au niveau du musée du jouet, de l'espace disponible qui ne permet pas d'avoir de rotation des collections et de stockage des collections. On a de nouvelles collections qui pourraient arriver, puisque des dons ont été faits sur certaines collections, et donc il est important de faire le récollement, voir quels sont les besoins en termes de surface pour pouvoir agrandir l'exposition du musée du jouet. Il faudra se poser la question, est-ce que les tableaux qui sont à l'intérieur de la mairie, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver un espace extérieur pour qu'il soit plus consultable par la population et par les touristes qui viennent à la visiter. Voilà, c'est juste cette idée-là. D'accord. Vous m'interrogez. Très bien. D'autres interventions, questions? Non, je vais mettre au voix. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, participation au dispositif collaborateur, M. Moïse. Oui, le collaborateur, c'est une opération qu'on mène tous les ans. Oui, très bien. Pour rappel, les colos apprenants accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, correspondant aux critères suivants: résidant en quartier politique de la ville, résidant en zone de revitalisation rurale, en situation de handicap, ayant perdu un lien avec l'école, relevant d'une aide à l'enfance, et issus de familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 200. La ville de la Ferté-Massé a déposé un dossier d'appel à candidature et selon la réponse à cet appel, déposera ensuite un dossier de demande de subvention à hauteur de 400 € et ce en raison de la situation de la ville dans le code ZRR. De plus, M. le maire précise que les enfants qui pourront prétendre à ce séjour devront répondre à un critère social, quotient familial inférieur à 1 200 €. Ce séjour, d'une durée de 7 jours, s'est déroulé du 23 au 29 octobre 2022 sur un centre labellisé de Gouville. La commune prévoit la demande auprès des familles d'une participation financière de 10 € par enfant. La collectivité fait l'avance des inscriptions et est remboursée ensuite sur justification du départ effectif des enfants pour le versement de la subvention d'État. Il est proposé au conseil municipal de décider la prise en charge de 15 séjours labellisés colo apprenantes au maximum et de fixer à 10 € par enfant le montant demandé aux familles, de charger M. le maire de faire toutes les démarches
considération que l'on doit prendre à chaque fois qu'on organise des couleurs apparentes en vacances. Des questions? Oui, monsieur Frémont. Ça représente combien d'enfants? 15 enfants, maximum, oui. 15 enfants maximum. Qui remplissent les critères. C'est pas, il ne faut pas remplir tous les critères. Un seul critère. Mais donc, est-ce qu'il y en a qui sont. On a demandé et qui ne peuvent pas partir? Pardon? Est-ce que certains enfants la demandent et ne peuvent pas partir? Donc il y a certains enfants qui ne rentrent pas dans le cadre, donc ils ne peuvent pas partir, forcément. Le nombre d'enfants étant limité à 15, et ce qu'on essaie de faire, c'est que ça soit de nouveaux enfants qui partent sur les vacances suivantes. Le principe, on ne prend pas, sauf s'il y avait des places disponibles. Et il y a plus de 15 candidats, je crois. Et ce dispositif existe déjà depuis quelques années. Est-ce qu'on a une évaluation de fait par rapport à ça sur les résultats scolaires des enfants? On n'aura pas l'évaluation des résultats scolaires. Parce que dans le cadre apprenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'école ailleurs. C'est apprendre autrement, enfin. Donc, cet apprentissage haut a une répercussion sur les apprentissages à l'école après. oui, c'est fait pour. C'est l'objectif de ce genre de. Est-ce qu'il y a effectivement des résultats? S'il y a effectivement Des résultats? Est-ce que c'est quantifié? Est-ce que ça a été évalué? non, honnêtement, c'est pas quantifié, c'est difficilement quantifiable. Sur un dossier petit, alors au niveau national, bon, les statistiques disent que ces enfants-là vont mieux dans leur cursus scolaire. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Ce qu'on sait, c'est que parfois ils pleurent un peu pour partir, mais ils ne veulent pas revenir. Ils veulent pas revenir. Merci. Juste une précision, c'est un dispositif qui existe depuis août 2020. Les premières avaient été faites à ce moment-là. Et nous, on a toujours participé dès qu'il y avait une possibilité. Et on sait que c'est possible presque au dernier moment, parce que les crédits sont débloqués, entre guillemets. Il peut y avoir une enveloppe globale au niveau de l'État, et des fois on sait tardivement qu'on peut y aller. Ok. D'autres questions? Non. Je vais mettre au voie qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, participation des communes de résidence aux frais de scolarité et de fonctionnement des écoles. Monsieur Broyer. Donc même chose, c'est quelque chose qui arrive tous les ans. Le principe reste le même, il est encadré par la loi. Le principe suivant, c'est l'article L212.8 du Code de l'éducation nationale qui dispose que la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord commun entre les communes et ou les EPCI. Or, s'il n'y a pas d'accord commun, c'est le préfet du département qui prendra la décision après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. Si le maire de la commune de résidence donne son accord, la contribution est alors indue. La commune de résidence est tenue de participer si la capacité d'accueil de cet établissement ne permet pas la scolarisation d'un enfant concerné. Exemple, absence d'école. Vous avez ensuite les cas dérogatoires qui sont encadrés par la loi. Donc la procédure veut qu'on fasse une réunion avant avec les maires pour leur exposer le coût d'élèves et qu'ils nous en donnent leur accord. C'est une procédure obligatoire, de coût élève. Donc, monsieur le maire propose donc de fixer le coût par élève ainsi qu'il suit pour l'année scolaire 2022-2023, calculé sur la base du compte administratif 2021 de la commune de La Ferté-Macé. On est donc nécessairement dans le fonctionnement. Donc vous avez 4 cases, fourniture scolaire et petit équipement, livre, copieur, fourniture administrative, 37 169 €, fonctionnement des bâtiments, fluides d'assurance, entretien, 66 600, 800 par mois, fonctionnement des services, prestations, pharmacie, téléphone et internet, 15 931, personnel, 229 138 €. Le total fait 349 078 €. Pour avoir le coût élève, on divise par le nombre d'élèves qu'il y a dans l'établissement au 1er janvier 2021,
soit un coût élève par an, 1 070,79 €. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter ce coût élève pour l'année 2022-2023. Je demandais à M. le maire d'autoriser M. le maire son représentant. Et on précise aussi qu'en cas de désaccord de l'une des communes concernées, on sollicitera l'arbitrage de M. le préfet de l'ordre ou Mme la préfète dans les conditions prévues par le Code de l'éducation nationale. Délibération habituelle tous les ans. Des questions? Oui. Oui, il y avait des arriérés concernant les frais de scolarité. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont tous été soldés? Donc ils ont tous été soldés sauf une commune. Enfin, un regroupement. Il s'agit du Sinos des Monts-d'Andelle. Ça représente une grosse somme? Oui, 33 000 € de mémoire. Voilà. L'explication, c'est qu'après plusieurs rencontres avec le président, avec plusieurs rencontres en sous-préfecture avec le président, celui-ci ne veut rien savoir. Il s'agit pourtant de cas dérogatoires. Donc c'est une obligation faite par la loi de verser ces sommes-là. On n'y arrive pas. Donc voilà, on a demandé l'intervention de ce préfet pour régler ce litige. C'est le dernier. Alors, on était à plus de 300 000 € de dette en 2020. Donc on aimerait bien que celle-là puisse se régler et sinon tout fonctionne normalement. D'autres interventions? Non, je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Question suivante, procès verbal de mise à disposition des biens liés aux compétences transférées. Monsieur Roy. Monsieur le maire, rappelle à l'Assemblée qu'au terme des articles L. 1321-1 et 2 du Code général des collectivités, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition d'un titre gratuit de la collectivité bénéficiaire des biens, meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de l'année de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi de façon contradictoire. Le 1er janvier 2017, le procès-verbal de mise à disposition des biens liés aux compétences transférées entre la commune de La Ferté-Macé et Flérac-Clos n'avait pas encore été élaboré. Il est donc proposé à l'Assemblée de se prononcer sur cette mise à disposition rédigée dans le procès-verbal joint pour l'annexe. Je ne vais pas vous lire tout le détail du procès-verbal, c'est seulement c'est des comptables. En fin de compte, c'est ce qu'on nous demande de délibérer. C'est une régularisation de choses qui n'ont pas été faites avant et là on nous demande de le faire. Merci. Donc, une précision dans le tableau. C'est quand même. À la première page, sur les éléments du pôle santé. Cet après-midi avec au niveau de l'informatique et j'avais une incertitude sur les éléments inscrits dans le procès-verbal. Et donc il faut retirer du tableau la licence serveur 2012 qui correspond à la licence sauvegarde de la mairie. La carte des 2 modules compression, on voit qui concerne la mairie, et la baie de stockage du pôle santé qui concerne la baie pour la sauvegarde de la mairie. Ce qui s'est passé, c'est lors de la construction du pôle santé, a été évoqué cette question d'informatique
question de sécurité, il a été décidé, justement, de déplacer la sauvegarde de la mairie en dehors des murs de la mairie, pour avoir, en cas de problème, une sauvegarde à un autre endroit. Donc, comme les travaux étaient en cours au pôle santé, il a été décidé de mettre les sauvegardes de la mairie sur le pôle santé. Ce qui veut dire que les investissements qui ont été faits à ce moment-là étaient liés aux travaux du pôle santé. C'est pour ça qu'ils ont été intégrés dans l'opération pôle santé. Mais il ne faut pas pour les transferts à faire à nous, parce que nous, on en a besoin pour préserver les fichiers de la mairie. Donc voilà. Donc ça modifie le total des montants d'opérations réalisées, donc à 2 235 518,71, au montant des amortissements constatés, on n'est plus qu'à 5 374,04. Et ça ne change pas la valeur dette comptable, puisque tous ces biens-là étaient amortis. Voilà, c'est une modification à apporter dans la délibération. C'est pas les autres. J'imagine qu'il y a une délibération concordante avec le Ferrado. Les documents ont été envoyés, vous attendez la réponse. Mais j'imagine qu'il y a une délibération concordante et un accord sur ce point que vous venez d'évoquer. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, j'aurais aimé avoir une voix plus claire pour vous féliciter, monsieur le maire. Parce que si je comprends bien, cette délibérate, le transfert, et vous prenez enfin en compte les transferts qui auraient dû être faits sous forme d'une régularisation. On a bien compris qu'en actant ces transferts, l'affaire des Massé ne sortira pas Ferrado avant la fin de votre mandat. Monsieur Colano, le procès verbal qui vous est proposé, c'est un travail qui aurait dû être fait il y a plusieurs années, c'est-à-dire lors du transfert des compétences, et on aurait pu imaginer qu'en 2018, cette opération aurait pu être faite. Voilà, c'est purement comptable, une obligation qui nous était faite. Voilà, on régularise cette situation. On sort de Ferrado et la démarche inverse se fait. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Sur la délibération, le projet de convention a été envoyé à Ferrado. Donc on n'a pas eu de retour. Avec la modification que vous avez évoquée, non? Non, si c'est après-midi. Donc, même le projet initial n'a pas fait d'objet de remarque de Ferrado. Donc, on prend la délibération et Ferrado prendra une délibération concordante, puisqu'il faut qu'il y ait les deux délibérations. D'autres interventions? Non, je vois qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Décision modificative numéro 2, M. Breuil. Donc, le numéro 2. Monsieur le maire, informellement du conseil municipal, afin de tenir compte de l'évolution des postes de dépenses et de revenus, il y a lieu de procéder aux ouvertures de crédit selon le tableau annexé. Donc vous avez le tableau en annexe avec les rappels justifiant petit 1, petit 2, petit 3 sur la deuxième page. Il y a beaucoup d'opérations de régularisation. Il y en a une beaucoup plus importante, c'est la numéro 7 qui fait 162 737 €. Et ça, ceci résulte en compte du solde de l'opération FJT, l'opération FJT qui a commencé il y a un certain nombre d'années et qui n'avait jamais été complètement régularisée pour le compte de Ferrado. Alors, il y avait une difficulté sur l'encaissement de la TVA et de la récupération du FCTVA sur la construction du FJT, ce qui vient de se solder. Et le solde de l'opération du FJT, l'opération comptable
En fin de compte, ce solde est une opération à renverser à Flarajo de 60 331. Voici l'explication de cette écriture un peu importante et qui, dans un poids budget, vous retrouvez. Que dire d'autre? C'était donc dans les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement, on voit clairement la section d'investissement, et les opérations d'ordre, le petit 3, c'est essentiellement les nouveautés de la M57, c'est des opérations routières. Opération patrimoniale en recettes d'investissement, frais d'études et d'insertion, c'est marginal, et les travaux pour le compte de Flair, on retrouve là les opérations liées au FJD. Deuxième page sur les dépenses de fonctionnement, virement à la section d'investissement, charge de caractère général, petit 2, c'est les ajustements des crédits sur les fournitures de travaux en régie imputables des investissements. Dotation d'investissement pour 90 000 et autres charges de gestion courante, 61 000. Ça, c'est une subvention supplémentaire pour la piscine du Pays Fertois, puisque bien évidemment les flux augmentent. Donc, pour solder les comptes au niveau de la piscine, il faut que la municipalité fertoise équilibre les comptes avec 61 000 euros. De ce type et autres va nous nécessiter une forte augmentation, notamment sur 2023, une forte augmentation de la participation de la commune, puisque je rappellerai que la commune participe à hauteur de 50% du déficit de fonctionnement de la piscine. Voilà. Entre parenthèses, vous parliez de Flarajo, M. Collado, la commune de la Ferté-Macé participe aussi, puisqu'elle fait partie de Flarajo, au fonctionnement et à l'augmentation des coûts de fonctionnement de la piscine de Flers. Donc on peut être la seule commune, si je ne me trompe, de Flarajo à financer une piscine et une demi-piscine. Donc les sommes sont importantes. Je rappelle que c'était 240 000 euros sur une année normale. Voilà, il va sans doute falloir prévoir beaucoup plus au budget 2023. Sur le FJD, voilà, Olivier Breuil a évoqué le résultat excédentaire de l'opération à hauteur de 60 330 euros. Je rappellerai que cette somme est compensée par un emprunt, puisque la totalité de l'opération est financée par emprunt, et donc cet excédent est financé indirectement par la ville de la Ferté-Macé dans le cadre de ces emprunts, puisqu'indirectement, on continue à rembourser les emprunts du FJD. Donc cette somme est indiquée au niveau de l'équilibre de l'opération. Ça, à nous de voir avec Flarajo comment on récupère ces 60 000 euros. Voilà les deux précisions sur la décision modificative. Des questions? Pas de questions? Je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, restauration de la tour sud de l'église Notre-Dame. Le courrier des services de la préfecture de l'Ordre en date du 7 octobre 2022 portant sur l'autorisation de déroger à titre exceptionnel au non-cumul de subventions DOTR et d'une subvention DRAC. Considérant qu'il y a lieu de poursuivre le chantier d'une grande ampleur pour la réalisation de la deuxième phase des travaux consacrés à la restauration de la tour Saint-Denis, tour sud, et notamment de sa partie extérieure, considérant qu'il y a lieu de solliciter les subventions nécessaires pour la réalisation de ce chantier de
grande ampleur. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la commune a déposé le 7 octobre 2022 auprès des services de la TRACT de Normandie une demande de contribution financière pour la réalisation de l'opération de restauration de Tour Sud, Tour Saint-Denis de l'église Notre-Dame de l'Ascension, ouvrage extérieur et édifice inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 13 février 2006. Ainsi, par courrier en date du 26 octobre 2022, l'État nous informait de la recevabilité de ce dossier, une participation financière d'un montant de 104 577 €, représentant 25% d'une dépense subventionnable estimée à 98 306 € hors taxe, pourrait être apportée à la collectivité pour la réalisation de ce dossier. Afin de fixer les conditions de réalisation de cette opération et le versement de cette contribution financière, il est lieu de conclure avec la DRAC Normandie une convention de subvention d'investissement. Voilà. Merci. C'est important puisque vous avez fait une demande de subvention habituelle au titre de la DETR et qu'on a pu obtenir l'accord de monsieur le préfet pour cumuler une subvention DETR de l'État avec une subvention DRAC qui va nous permettre de bénéficier d'une subvention d'un peu plus de 100 000 €. Les travaux ont fait l'objet d'une consultation, les entreprises sont revenues et les travaux vont commencer courant septembre ou début d'année prochaine. Voilà, pour une durée d'1 an, même opération que pour la Tour Nord. Voilà. L'ordre du jour était